L'héritage caché du soldat inconnu. Quand une femme reconnaît son père sur une photo de guerre, choc au monument aux morts. Le vent d'automne balayait la place du village, soulevant des tourbillons de feuilles mortes autour du monument aux morts. Chaque année, Émilie Durand, une femme aux cheveux poivre et sel et au regard vif, assistait à la cérémonie du 11 novembre, le cœur serré par le souvenir. Cette année, pourtant, une étrange sensation la tenaillait, un pressentiment diffus, comme si quelque chose d'important allait se produire. Elle ajusta son châle de laine noire et se mêla à la foule silencieuse, composée d'anciens combattants, de familles endeuillées et d'enfants agitant de petits drapeaux tricolores. Le maire prononça son discours habituel, évoquant le sacrifice des héros, la douleur des familles, la nécessité de ne jamais oublier. Émilie écoutait d'une oreille distraite, son attention vagabondant vers le monument lui-même, cette stèle de pierre grise sur laquelle étaient gravés les noms des enfants du village tombés au champ d'honneur. Soudain, son regard se fixa sur une nouvelle exposition installée au pied du monument. Il s'agissait d'une série de panneaux présentant des photos d'archives de la Première Guerre mondiale, des clichés jaunis par le temps, montrant des soldats dans les tranchées, des scènes de vie au front, des portraits de groupe. Émilie s'approcha, curieuse, et commença à parcourir les photos, son cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Elle reconnut des visages familiers, des noms inscrits sur le monument, des histoires qu'elle avait entendues durant son enfance. Puis, son souffle se coupa. Sur un panneau, une photo de groupe de soldats français posant devant une tranchée boueuse attira son attention. Au milieu de ces visages anonymes, un homme la fixait droit dans les yeux. Un homme dont le regard, l'expression, les traits, lui étaient étrangement familiers. Un homme qui ressemblait à s'y méprendre à la photo jaunie qu'elle conservait précieusement dans une boîte en fer blanc, cachée au fond de son armoire. Un homme qu'elle n'avait jamais connu, mais dont l'absence avait marqué toute sa vie. Son père. Le sang d'Émilie se glaça dans ses veines. Elle resta immobile devant la photo, incapable de détacher son regard de ce visage surgi du passé. La ressemblance était frappante, indéniable. Les mêmes yeux bleus perçants, le même nez droit, le même menton volontaire. C'était lui, elle en était presque sûre. Mais comment était-ce possible? Son père était mort à la guerre, oui, c'était ce qu'on lui avait toujours dit. Mort au combat, disparu au front, son nom gravé sur le monument aux morts, comme tant d'autres. Mais cette photo. Elle relut la légende sous le cliché. Soldat du 12e régiment d'infanterie, secteur de Verdun, 1916. 1916, l'année de la disparition de son père, selon les dires de sa mère. Émilie sentit un vertige la saisir. Elle s'appuya contre le panneau pour ne pas tomber, le cœur battant la chamade. Autour d'elle, la cérémonie continuait, les discours, les sonneries aux morts, les dépôts de gerbes. Mais Émilie n'entendait plus rien, absorbée par cette découverte inattendue. Elle sortit son téléphone de son sac et prit une photo du panneau, les mains tremblantes. Il fallait qu'elle analyse cette image plus en détail, qu'elle la compare avec la photo de son père qu'elle gardait précieusement. Peut-être se trompait-elle, peut-être était-ce une simple coïncidence, une ressemblance troublante mais fortuite. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que non, que ce n'était pas une coïncidence. Que cette photo était un message du passé, une clé pour déverrouiller un secret enfoui depuis des décennies. La cérémonie toucha à sa fin, la foule commença à se disperser. Émilie resta seule devant le monument, fixant une dernière fois la photo, le visage de cet homme inconnu qui ressemblait tant à l'image qu'elle s'était faite de son père. Elle se sentait à la fois bouleversée et excitée, terrifiée et pleine d'espoir. Une nouvelle quête commençait pour elle, une quête de vérité, une plongée dans le passé pour enfin comprendre son histoire et celle de son père. De retour chez elle, Émilie déposa ses affaires à la hâte et se précipita vers son armoire. Elle ouvrit la porte en bois massif et fouilla parmi les piles de linge et les boîtes à chaussures jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une petite boîte en fer blanc légèrement rouillée. Elle l'ouvrit avec précaution et en sortit une photo jaunie, pliée en deux par le temps. C'était un portrait de son père, jeune et souriant, en uniforme de soldat. Elle avait toujours gardé cette photo comme un trésor, le seul lien tangible avec cet homme qu'elle n'avait jamais connu. Elle déplia délicatement la photo et la posa à côté de la capture d'écran qu'elle avait prise du panneau au monument aux morts. Puis, elle prit sa loupe et commença à comparer les deux visages, avec une attention minutieuse. Les sourcils broussailleux, la forme des oreilles, la ligne de la mâchoire, tout concordait. Même une petite cicatrice discrète au coin de l'œil gauche semblait identique sur les deux photos. Plus Émilie examinait les détails, plus la certitude grandissait en elle. C'était bien lui, il n'y avait plus de doute possible. L'homme sur la photo de guerre était son père. Mais alors, pourquoi cette photo était-elle exposée au monument aux morts? Si son père était mort au combat, comme on le lui avait toujours dit, cela semblait logique. Mais quelque chose clochait. Un détail la troublait particulièrement. Sur la photo de groupe, son père ne portait pas l'uniforme français. Il portait un uniforme différent, plus sombre, avec un casque d'acier caractéristique. Un uniforme allemand.
Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Impossible. Son père, un soldat allemand? C'était absurde, impensable. Toute sa vie, elle avait cru son père français, mort pour la France. Sa mère ne lui avait jamais dit autre chose. Était-ce possible qu'elle lui ait menti? Pourquoi? Quel secret se cachait derrière cette photo? Émilie se sentait perdue, désorientée. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, que toutes ses certitudes s'effondraient. Elle devait en savoir plus, comprendre ce qui s'était réellement passé. La vérité était là, cachée quelque part dans le passé, et elle était déterminée à la découvrir, coûte que coûte. Pensez-vous qu'Émilie découvrira la vérité sur son père? N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. La nuit, Émilie eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit était en ébullition, assailli de questions et de doutes. Elle se leva plusieurs fois, retourna consulter les photos, cherchant le moindre indice, la moindre explication. Au petit matin, elle prit une décision. Elle devait se rendre aux archives départementales, consulter les registres militaires, les documents de la Première Guerre mondiale. Peut-être y trouverait-elle des informations sur le régiment de la photo, sur les soldats présents, sur le sort réservé à chacun d'eux. Dès l'ouverture des archives, Émilie se présenta à l'accueil et expliqua sa requête à l'archiviste, une jeune femme aimable et serviable. Celle-ci l'orienta vers la salle de consultation et lui indiqua comment accéder aux documents numérisés. Émilie s'installa devant un ordinateur et commença ses recherches. Elle tapa 12e régiment d'infanterie, Verdun, 1916 dans le moteur de recherche et lança la requête. Des dizaines de documents apparurent à l'écran. Journaux de marche, listes de soldats, rapports de bataille, cartes militaires. Émilie parcourut les documents avec attention, oumant sur les noms, les dates, les lieux. Elle finit par trouver une liste des soldats du 12e régiment d'infanterie présents, à Verdun en 1916. Elle parcourut la liste nom par nom, cherchant celui de son père, Durand, Paul. Mais le nom ne figurait pas sur la liste. Émilie recommença sa recherche, vérifiant l'orthographe, essayant d'autres variations de noms. Rien. Le nom de son père était absent de la liste des soldats français du 12e régiment d'infanterie, à Verdun en 1916. La confirmation de ses doutes était là, implacable. Son père n'avait pas combattu dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Alors, quel était cet uniforme allemand sur la photo? Émilie retourna à l'accueil, le cœur lourd, et fit part de sa découverte à l'archiviste. La jeune femme l'écouta avec attention, puis lui suggéra une autre piste de recherche. Peut-être que votre père n'était pas français, madame, dit-elle d'une voix douce. Peut-être était-il allemand, et qu'il a été fait prisonnier pendant la guerre. Dans ce cas, il pourrait y avoir des traces de lui dans les archives des prisonniers de guerre. L'hypothèse de l'archiviste fit son chemin dans l'esprit d'Émilie. Un père allemand prisonnier de guerre. C'était une idée étrange, déroutante, mais qui commençait à prendre forme. Elle retourna à l'ordinateur et lança une nouvelle recherche, cette fois avec les mots-clés prisonniers de guerre allemand, France, Première Guerre mondiale. De nouveaux documents apparurent à l'écran, des listes de prisonniers, des rapports de centres de détention, des fiches individuelles. Émilie parcourut ces documents avec un regain d'espoir. Elle chercha à nouveau le nom de son père, Durand, Paul, mais toujours rien. Déçue, elle s'apprêtait à abandonner lorsqu'un détail attira son attention. Sur une fiche individuelle de prisonnier, elle remarqua une mention particulière, nom de guerre, Durand. Nom de guerre. Qu'est-ce que cela signifiait? Émilie cliqua sur la fiche pour l'agrandir et lut attentivement les informations. Nom, Durand, Paul. Prénom, Paul. Nationalité, allemande. Grade, soldat. Unité, 12e régiment d'infanterie. Lieu de capture, Verdun. Date de capture, 1916. Centre de détention, camp 2. Le nom du camp était illisible. Observation. Nom de guerre utilisé pour éviter les représailles sur sa famille restée en Allemagne. Émilie resta bouche bée, le cœur battant à tout rompre. Durand, Paul. 12e régiment d'infanterie, Verdun, 1916. Le même régiment que sur la photo du monument aux morts. Et cette mention de nom de guerre. Tout s'éclairait d'un coup, de manière brutale et inattendue. Son père était allemand. Il avait combattu dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il avait été fait prisonnier à Verdun en 1916. Et pour protéger sa famille restée en Allemagne, il avait utilisé un nom de guerre, un nom français, Durand. Le nom qu'Émilie portait aujourd'hui. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Elle comprenait enfin. Elle comprenait le secret de sa mère, son silence, ses non-dits. Elle comprenait pourquoi son père n'était pas vraiment mort au combat mais disparu au front. Il n'était pas mort, il avait été fait prisonnier. Et il était allemand.
Une partie de l'histoire restait encore à éclaircir. Pourquoi sa mère avait-elle gardé le silence pendant tant d'années? Pourquoi lui avait-elle fait croire à un père français mort pour la France? Émilie savait qu'elle devait maintenant affronter le passé, interroger sa mère, chercher des réponses à ses questions. La vérité était là, à portée de main, et elle était prête à la saisir, même si elle était douloureuse et bouleversante. Émilie rentra chez elle, les jambes flageolantes, l'esprit encore sous le choc de ses découvertes. Elle avait besoin de parler à sa mère, de lui demander des explications, de comprendre pourquoi elle lui avait caché la vérité pendant si longtemps. Mais sa mère, Mathilde, était âgée et fragile, vivant désormais dans une maison de retraite du village. Émilie hésitait à la confronter brutalement, craignant de la bouleverser ou de la rendre malade. Elle décida d'y aller doucement, de tâter le terrain, de voir comment sa mère réagirait à ses premières questions. L'après-midi même, Émilie se rendit à la maison de retraite. Elle trouva sa mère assise dans le salon, devant la télévision, un châle de laine posé sur les épaules. Mathilde accueillit sa fille avec un sourire fatigué. « Émilie, ma chérie, comme tu es gentille de venir me voir, dit-elle d'une voix affaiblie. « Comment vas-tu, maman ?» demanda Émilie en s'asseyant à côté d'elle. « Ça va, ça va ?» « Les jours se ressemblent ici, répondit Mathilde avec un soupir. Émilie hésita un instant, puis se lança. « Maman, je suis allée à la cérémonie du 11 novembre ce matin, commença-t-elle doucement. « Oui, c'est bien, il faut se souvenir, murmura Mathilde, le regard vague. Et j'ai vu une exposition de photos de la guerre, au monument aux morts, continua Émilie. « Ah oui ?» répondit Mathilde sans grande conviction. « Et, j'ai cru reconnaître quelqu'un sur une photo, maman, dit Émilie, le cœur battant. » Mathilde tourna lentement la tête vers sa fille, un froncement de sourcils sur son visage ridé. « Reconnaître qui, Émilie ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Papa, maman, lâcha Émilie, retenant son souffle. Le silence se fit lourd dans le salon. Mathilde fixa sa fille, les yeux grands ouverts, comme si elle venait de voir un fantôme. Puis, lentement, ses lèvres se mirent à trembler. « Qu'est-ce que tu racontes, Émilie ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je l'ai vu, maman, sur une photo de soldat à Verdun, en 1916, insista Émilie, essayant de garder son calme. C'était lui, j'en suis sûre. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Mathilde. Elle ferma les yeux et laissa échapper un long sanglot. « Oh, Émilie, tu as découvert. Tu sais. » murmura-t-elle entre deux sanglots. Émilie prit la main de sa mère, la serrant doucement. « Oui, maman, je crois que je sais, dit-elle avec douceur. Dis-moi tout, maintenant. Je veux comprendre. » Les larmes coulaient sans discontinuer sur le visage de Mathilde, mais elle commença à parler, d'une voix hésitante et entrecoupée de sanglots. Elle raconta l'histoire qu'elle avait gardée secrète pendant plus de 70 ans, l'histoire de son amour interdit et douloureux. « Ton père. Il s'appelait en réalité Paul Weber, commença Mathilde. Nous nous sommes rencontrés avant la guerre, en 1913. Il était venu travailler dans la ferme voisine, il était allemand. On est tombé amoureux, fou amoureux, malgré la barrière de la langue, malgré tout. » Mathilde marqua une pause, essuyant ses yeux avec un mouchoir de papier. « Puis la guerre a éclaté, continua-t-elle. Il a dû retourner en Allemagne, il a été mobilisé. Moi, je suis restée ici, le cœur brisé. On s'est écrit quelques lettres, au début, puis plus rien. Jusqu'à ce jour de 1916, où j'ai reçu une lettre de la Croix-Rouge, m'annonçant qu'il avait été fait prisonnier à Verdun. » Émilie écoutait, le souffle court, absorbant chaque mot de ce récit bouleversant. « J'ai tout fait pour le retrouver, pour le contacter, poursuivit Mathilde. J'ai écrit au camp de prisonniers dont parlait la lettre, mais on m'a répondu qu'il avait été transféré, je ne sais où. J'ai cherché pendant des mois, des années. Sans succès. J'ai fini par croire qu'il était mort, ou qu'il ne voulait plus de moi. » Mathilde soupira profondément. « Et puis, j'ai découvert que j'étais enceinte, ajouta-t-elle d'une voix tremblante. De toi, Émilie. J'étais seule, abandonnée, enceinte d'un ennemi. C'était la honte, le scandale dans le village. Pour te protéger, pour me protéger, j'ai inventé cette histoire de père français mort à la guerre. J'ai changé son nom en Durand, un nom français, pour que personne ne sache la vérité. » Le silence retomba dans le salon, lourd de révélations et d'émotions. Émilie était bouleversée, mais en même temps, elle comprenait. Elle comprenait le sacrifice de sa mère, son mensonge par amour, sa douleur solitaire. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, maman ?» demanda Émilie d'une voix douce. « J'avais peur, Émilie, répondit Mathilde en la regardant dans les yeux. Peur de ta réaction, peur du jugement des autres, peur de rouvrir de vieilles blessures. Je pensais que c'était mieux de laisser le passé enterré. » Émilie serra la main de sa mère. « Non, maman, dit-elle. La vérité est toujours préférable, même si elle est douloureuse.
Maintenant, je comprends tout. Je comprends pourquoi je me suis toujours sentie différente, pourquoi j'ai toujours eu ce vide en moi. Elle embrassa tendrement sa mère, les larmes aux yeux. Merci, maman, de m'avoir enfin raconté ton histoire, murmura-t-elle. Notre histoire. Les jours qui suivirent furent consacrés à reconstituer le puzzle du passé, à combler les zones d'ombre, à retrouver la trace de Paul Weber, le père allemand d'Émilie. Ensemble, Émilie et Mathilde replongèrent dans les souvenirs, exhumaient les vieilles lettres, les photos jaunies, les documents administratifs. Émilie retourna aux archives départementales, cette fois accompagnée de sa mère, pour consulter les listes de prisonniers de guerre, les registres des camps de détention, les archives de la Croix-Rouge. Avec l'aide de l'archiviste, elles réussirent à retrouver la trace de Paul Weber après sa capture à Verdun. Il avait été interné dans un camp de prisonniers en France pendant toute la durée de la guerre, puis libéré en 1919. Mais après sa libération, Paul Weber avait disparu des radars. Aucune trace de lui dans les registres de retour en Allemagne, aucune mention de son décès ou de sa nouvelle adresse. C'était comme s'il s'était volatilisé, effacé de l'histoire. Émilie ne se découragea pas. Elle décida d'élargir ses recherches, de contacter des associations d'anciens combattants, des historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale, des généalogistes. Elle lança un appel sur Internet, sur les forums de recherche de personnes disparues, espérant que quelqu'un pourrait l'aider à retrouver la trace de son père ou de sa famille en Allemagne. Les semaines passèrent, les recherches piétinaient. Émilie commençait à perdre espoir, à se résigner à l'idée que le mystère de son père resterait à jamais entier. Un jour, alors qu'elle feuilletait distraitement un vieux journal local, elle tomba sur un article relatant l'histoire d'un ancien prisonnier de guerre allemand, Paul Weber, qui s'était installé dans la région après la guerre et avait fondé une famille. L'article mentionnait le nom de sa femme, de ses enfants, et donnait l'adresse de sa ferme, située à quelques kilomètres du village d'Émilie. Le cœur d'Émilie se mit à battre la chamade. Paul Weber. Le même nom que son père. La même région. Coïncidence? Peut-être. Mais Émilie sentait au fond d'elle que ce n'était pas une simple coïncidence. Elle prit son téléphone et appela le numéro indiqué dans l'article. Une voix masculine répondit. « Bonjour, je suis Émilie Durand », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je recherche des informations sur Paul Weber, un ancien prisonnier de guerre allemand. » Un silence se fit au bout du fil. Puis, la voix répondit, hésitante, « Paul Weber. C'était mon grand-père. Il est décédé il y a longtemps. Pourquoi vous intéressez-vous à lui ?» L'émotion submergea Émilie. Elle avait enfin trouvé une piste, un lien avec le passé de son père. Elle expliqua brièvement sa situation à son interlocuteur, un homme prénommé Thomas, petit-fils de Paul Weber. Thomas fut d'abord surpris, puis intrigué par le récit d'Émilie. Il accepta de la rencontrer et de lui en dire plus sur son grand-père. Le rendez-vous fut fixé quelques jours plus tard, à la ferme de la famille Weber. Émilie s'y rendit le cœur battant, accompagnée de sa mère, Mathilde. L'accueil de Thomas fut chaleureux et sincère. Il les fit entrer dans la vieille ferme familiale, chargée d'histoire et de souvenirs. Il leur montra des photos de Paul Weber, jeune et vieux, des documents de famille, des lettres, des objets personnels. Mathilde reconnut immédiatement Paul Weber sur les photos. Les larmes aux yeux, elle confirma qu'il s'agissait bien de l'homme qu'elle avait aimé et perdu pendant la guerre. Thomas leur raconta l'histoire de son grand-père après sa libération du camp de prisonniers. Paul Weber n'était pas retourné en Allemagne. Il était resté en France, dans la région où il avait été détenu, tombé amoureux de cette terre et de ses habitants. Il avait refait sa vie, s'était marié, avait eu des enfants, sans jamais oublier son premier amour, Mathilde. Thomas leur montra une vieille lettre, écrite par Paul Weber à la fin de sa vie, dans laquelle il évoquait son amour pour une jeune femme française rencontrée avant la guerre, exprimait le regret de ne jamais l'avoir retrouvée. Les larmes coulaient sur les visages d'Émilie et de Mathilde en lisant ces mots émouvants. Elle comprenait enfin. Paul Weber n'avait pas oublié Mathilde, il l'avait aimée jusqu'à la fin de sa vie. Et à travers Thomas, Émilie découvrait une partie de sa famille, une part de son héritage allemand qu'elle ignorait jusqu'alors. Ce jour-là, à la ferme des Weber, un pont fut jeté entre le passé et le présent, entre la France et l'Allemagne, entre deux familles séparées par la guerre et le silence. Un nouveau chapitre de l'histoire d'Émilie et de Mathilde commençait, un chapitre de réconciliation, de découverte et d'amour retrouvé. La rencontre avec Thomas et la famille Weber marqua un tournant dans la vie d'Émilie et de Mathilde. Elles avaient retrouvé une partie de leur passé, éclairci le mystère de leurs origines, comblé un vide qui les hantait depuis des décennies. Émilie apprit à connaître Thomas et sa famille, découvrit des cousins, des oncles et des tantes allemands qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle commença à apprendre l'allemand, à s'intéresser à la culture et à l'histoire de ce pays qui était aussi le sien. Elle se rendit en Allemagne, visita la région d'origine de son père, découvrit les racines de sa famille Weber.
Mathilde, quant à elle, retrouva une certaine sérénité, apaisée par la révélation de son secret et la réconciliation avec le passé. Elle échangea des lettres avec Thomas et sa famille, partageant des souvenirs, des anecdotes, des photos. Un lien fort se tissa entre les deux familles, par-delà les générations et les frontières. Le 11 novembre suivant, Émilie retourna au monument aux morts, mais cette fois, son cœur n'était plus serré par la tristesse et le regret. Elle regarda la photo de groupe des soldats à Verdun, et elle vit non plus un inconnu, mais le visage de son père, Paul Weber, un homme courageux, déchiré entre deux pays, deux amours, deux identités. Elle déposa une gerbe de fleurs au pied du monument, en mémoire de tous les soldats tombés pendant la guerre, français et allemands, victimes de la folie des hommes. Et elle pensa à l'amour, à la réconciliation, à la force des liens familiaux qui peuvent traverser les guerres, les silences et les secrets. L'héritage caché du soldat inconnu avait enfin été révélé, et il était plus riche et plus précieux que tout ce qu'Émilie aurait pu imaginer. Cette histoire vous a-t-elle touché? Quelles émotions a-t-elle suscité en vous? N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire et à la partager autour de vous si elle vous a plu.